Bonjour Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Député Modem des Hauts-de-Seine, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. On va parler de la situation politique en France, l'investiture d'Emmanuel Macron samedi, la gauche, la droite, Renaissance. Mais d'abord, Jean-Louis Bourlange, nous sommes le 9 mai. C'est une date quasiment sacrée pour la Russie qui fête le jour de la victoire de la grande guerre patriotique. Vladimir Poutine va s'adresser au peuple russe et probablement parler de la guerre, en tout cas de l'opération spéciale en Ukraine. Que peut-il en dire, Jean-Louis Bourlange, de cette guerre, le chef d'État russe? D'abord, la question sur le 9 mai, notre 9 mai à nous, c'est le 9 mai de l'Europe. Ah, vous devancez. C'est le 9 mai 50, oui. Donc oui, enfin je ne sais pas si vous voulez me poser la question bien après, sûr. Mais c'était la fête de l'Union dans la réconciliation, quand Robert Schuman a lancé son initiative. Aujourd'hui, et je fais une habile transition vers votre question, rassurez-vous, c'est l'union dans la mobilisation. Ce qui est autre chose, nous sommes confrontés effectivement à une menace extraordinaire. Le 9 mai de M. Poutine, je ne sais pas ce que ce sera, je crois que ça fait très longtemps que M. Poutine vit dans un monde parallèle, où la réalité n'existe plus, où les mots se suffisent à eux-mêmes, les nazis, et il invente une histoire qui est très exactement le contraire de ce qu'il célèbre. Mais s'il déclare officiellement la guerre à l'Ukraine, qu'est-ce qui change, Jean-Louis Bourlange? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je serais plutôt étonné. Je ne dis pas que ce soit impossible, parce qu'il nous habitue à des choses extravagantes, mais je serais étonné qu'il déclare la guerre parce que c'est un aveu d'échec pour lui. Il a expliqué que c'était une simple opération spéciale, qu'il y avait effectivement quelques agitateurs nazis qui s'étaient abusivement emparés du pouvoir et qui ligotaient et jugulaient le peuple ukrainien, qu'il s'agissait donc de libérer l'Ukraine, de la ramener à ses fondamentaux qui étaient d'être en Russie ou tout proche de la Russie, et que c'était une opération assez simple. Évidemment, tout ça était totalement faux. Il s'est heurté, ces nazis sont imaginaires, on a un pouvoir démocratique dont Zelensky est l'incarnation, oui, on a un peuple mobilisé, oui. Il faut reconnaître, s'il dit c'est la guerre, il faut qu'il reconnaît à ce moment-là son erreur de diagnostic profonde. Mais après donc 2 mois et demi d'hostilité, vous dites pas tout de même, Jean-Louis Bourlange, que mine de rien, on a découvert ce qui se passait en Russie. On a découvert aussi cet univers mental dans lequel évolue Vladimir Poutine. On ne savait pas en réalité ce qui se passait en Russie. Oui, parce que les gens ne font plus beaucoup attention. Moi, je dois dire, ça ne m'a pas du tout étonné. J'ai dit d'ailleurs chez une de vos consoeurs, Madame Martichoux, j'ai dit que je pensais qu'il était très vraisemblable qu'il y aurait une invasion massive de l'Ukraine, parce qu'on ne met pas 200 000 personnes à la frontière de l'Ukraine sans préparer quelque chose de colossal. Et on avait des tas de discours. On avait le discours de juillet, l'article de juillet de l'année dernière, dans lequel il expliquait sa vision de ce qu'était la Russie, de ce qu'elle devait être. Que le destin de l'Ukraine était de revenir dans le giron russe, et puis d'une façon générale, que le destin de la Russie était de rassembler ce qu'il appelle les terres russes, c'est-à-dire de reprendre la grande tradition impérialiste russe. On le savait, et les propositions qu'il avait faites à l'automne de traités qui étaient totalement inacceptables pour l'ensemble des puissances occidentales débouchaient nécessairement, si elles étaient rejetées, et elles ne pouvaient pas ne pas être rejetées, sur une tension très forte. Donc ce qui est surprenant, c'est notre surprise. Ce qui est surprenant, c'est notre démobilisation. Ce qui est surprenant, c'est que nous pensons, nous, Européens, que, comme dirait la chanson de Raymond Queneau, que ça, pourvu que ça dure, que ça va. Si tu t'imagines que ça va durer toujours. Non, on est dans un monde dur, on est confronté à un homme qui défend une kleptocratie, parce que c'est quand même un pouvoir qui a simplement raflé pour lui-même l'ensemble et ses oligarques, l'ensemble des richesses d'un pays, qui ne peut donc pas s'accommoder de la contagion démocratique et qui réagit face à tout ce qui ressemble à une expansion démocratique des idées, qui réagit par la violence. Donc c'est ça le monde dans lequel on est, et maintenant nous l'avons découvert. Jean-Louis Bourlange, alors vous insistez sur le fait que ce 9 mai est aussi la journée de l'Europe. Emmanuel Macron va à Strasbourg. C'est aussi la journée de clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. On pourrait parler longtemps de l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'Union européenne, mais il y a une question que je vous pose parce qu'elle figure dans de
nombreux journaux ce matin. Est-ce qu'un nouvel élargissement est en train de se préparer à la faveur de la guerre en Ukraine? On parle de l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, mais aussi pourquoi pas les Balkans, de 27, pourquoi pas demain à 37, Jean-Luc Bourlanges. Écoutez, ce qui est absolument certain, c'est que ça change profondément les perspectives de l'Union européenne. Ce qui s'est passé depuis la fin février, c'est un choc énorme, et l'Union européenne ne ressemblera pas demain à ce que nous pensions qu'elle serait quand nous y réfléchissions hier. Mais vous soutenez cette idée, vous, d'un élargissement? Mais le mot élargissement n'est pas le bon. Le mot élargissement n'est pas le bon. Nous avons fait des élargissements. Ils ont été beaucoup plus réussis qu'on ne le dit, mais nous avons péché par un défaut majeur. Moi, je l'ai toujours dénoncé. Ça a été mon leitmotiv quand j'étais parlementaire européen. C'est l'inertie institutionnelle. C'est-à-dire que nous avons cru que nous pouvions élargir sans rien changer d'important à la façon dont nous fonctionnons. Or, on ne fonctionne pas à 28 ou à 27 comme on fonctionnait à 6 ou à 9 ou à 12, et on ne fonctionnera pas à 37 comme on fonctionne aujourd'hui à 27. Donc, de toute manière, l'Union européenne que nous fabriquerons sera très différente. Elle sera très différente, à mon avis, sur 2 points qui sont essentiels. Elle sera beaucoup plus différenciée, c'est-à-dire qu'on aura des degrés d'intégration qui ne seront pas les mêmes. La fameuse Europe à plusieurs vitesses. Entre le noyau dur que nous représentons avec les pays du Benelux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne également, etc., et quelques autres, entre cela et l'extrême périphérie. Donc on va inventer des modes d'adhésion qui seront différents. Et deuxièmement, et c'est là où on rejoint ce que vous dites sur la conférence pour l'avenir de l'Europe, ça ne peut pas fonctionner sans une modification institutionnelle, c'est-à-dire le pouvoir de la majorité, pas de la majorité simple, qui est une majorité de confrontation entre les uns et les autres, mais la majorité qualifiée, qui est une majorité d'inclusion. Et ça, cette réforme institutionnelle, on voit bien que les États traînent les pieds. Elle est nécessaire depuis la chute du mur de Berlin. Ça fait quand même très longtemps. On ne l'a pas fait, et on ne peut pas envisager la moindre transformation du périmètre de l'Union européenne si on ne s'attaque pas à cette exigence institutionnelle. Et ça fait partie des choses qui vont être dites aujourd'hui d'ailleurs, oui. Je le signale. On va voir ce que dit le président à Strasbourg. Et qui seront dans la soirée donc à Berlin, voir Olaf Scholz, le chancelier allemand. Alors parlons de la situation politique en France, Jean-Luc Bourlanges. La situation politique en France. Voilà, oui. 30 000 points. Quand même, on voit quand même qu'il y a un décalage. Hein. Ce qui doit nous habiter, c'est quand même ce qui se passe dans le monde. Vous considérez que ce qui se passe en France actuellement est microscopique, la situation? Non, c'est pas microscopique, mais il y a quelque chose de dérisoire dans la tentative de l'extrême gauche, enfin de la France insoumise, d'essayer de transformer cette élection législative en un 3e tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, ils n'y croient même pas. Quand vous regardez les projections qu'ils font de leur propre gain en siège, ils n'imaginent même pas être majoritaires. Et quand M. Mélenchon dit qu'il veut être Premier ministre au nom de la logique parlementaire et qui commence par se dérober à l'idée d'être parlementaire, vous vous dites qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre dans tout ça. Ah, mais il explique très bien, Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'y a pas besoin d'être parlementaire pour être Premier ministre. On n'est pas dans un régime d'assemblée parlementaire. Il dit, si regardez Jean Castex, il n'était pas parlementaire, il n'était que maire de Prades. Oui, mais il dit, la légitimité de Jean Castex repose sur 1000 électeurs à Prades. Lui, c'est 7,5 millions de voix qui l'ont. On a une logique ou une autre. Oui. La logique du président la logique de la Ve République, c'est que le gouvernement procède du président de la République et reçoit la confiance du Parlement. Bon. Mais est-ce que M. Mélenchon ne va pas procéder de la confiance du président Macron, donc tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais vous ne considérez pas malgré tout, parce que Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en dise, a réussi à unifier la gauche, qui ne s'était pas fait depuis 25 ans. D'ailleurs, l'union de la gauche se fait en gros tous les 25 ans. On l'observe un petit peu comme une récurrence historique. Vous ne le considérez pas comme un adversaire redoutable pour les législatives? Si. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour ses qualités d'homme politique.
je le connais bien, il est membre de la commission que je préside à l'Assemblée nationale. Et vous êtes à peu près de la même génération. J'ai des rapports, oui, je ne suis pas très jeune non plus, oui. Il a énormément de talent, il est très intelligent, il est déconcertant. Par exemple, je l'ai entendu avec énormément de talent à l'Assemblée nationale faire l'éloge de la présence française au Mali. J'étais à côté du Premier ministre, je me suis tourné vers lui, je lui ai dit, est-ce que nous entendons bien la même chose? Et effectivement, il parlait exactement comme un homme de la majorité. Ça lui arrive de temps en temps, il est très insaisissable. Donc la qualité de l'homme, ce qu'il a fait à travers la présidentielle est impressionnant. Il est parti de très bas et par ses talents de leadership, il est arrivé très haut. Mais au-delà de ça, oui, vous dites union de la gauche. Il y a quand même des différences fondamentales. D'abord, traditionnellement, l'union de la gauche sur le front populaire avec Mitterrand, elle se fait au bénéfice du partenaire le plus modéré, celui qui peut créer l'union, qui peut créer la conciliation. Ah oui, mais on a changé d'époque. Les plus modérés ne sont plus les plus nombreux. On a bien sûr changé d'époque, mais on n'a pas changé d'exigence. Oui. Si vous voulez faire une politique nationale en France à partir d'éléments extrémistes, vous créez une tension absolument extraordinaire. Deuxièmement, les valeurs qui sont celles de la coalition menée par LFI sont contraires à toutes les valeurs traditionnelles de la gauche, notamment la multilatéralité et l'Europe sur le plan international, la démocratie représentative, le respect du droit, tout un ensemble de choses extrêmement fortes. On commence à connaître les éléments de langage désormais des membres de la Oui, non, c'est pas des éléments de langage. Ce ne sont pas des éléments de langage. Si on regarde le programme européen on ne peut pas dire, on ne peut pas dire que la vie politique française est purgée de tout élément idéologique, que maintenant c'est n'importe quoi, c'est des revendications, et quand on pose les problèmes de la cohérence du paysage idéologique, dire ce que vous dites, à savoir c'est des éléments de langage. Pas du tout. Nous avons deux visions du rôle de la France, du rôle international. Est-ce qu'on est proche des Européens ou contre les Européens? Est-ce qu'on est proche des États-Unis ou proche de la Russie? Est-ce qu'on accepte l'économie de marché ou est-ce qu'on veut une économie gosse-plan centralisée? Est-ce qu'on est pour la laïcité républicaine traditionnelle ou est-ce qu'on est sensible au thème de l'islamo-gauchisme? Ce sont et est-ce qu'on est, oui, pour l'économie de marché telle qu'elle fonctionne ou est-ce qu'on est pour une espèce de fuite en avant de type brésilien? Ce ne sont pas des éléments de langage, ce sont les choix qui sont aujourd'hui proposés à nos compatriotes. Alors, deux questions en une pour vous, Jean-Louis Bourlanges également. Emmanuel Macron, dans son discours d'investiture samedi, a promis un président nouveau pour un mandat nouveau. Et d'ailleurs, il dit aussi que c'est un peuple nouveau qui lui a confié mandat, donc cette triple occurrence du terme nouveau. Et puis, derrière la question aussi de la majorité qu'il espère constituer, sans laquelle évidemment il ne se retrouverait sans pouvoir. Est-ce qu'une telle majorité peut fonctionner avec un arc idéologique qui quand même est extrêmement vaste au sein même de la majorité, de la droite quasiment bonapartiste jusqu'à la gauche écologiste? Vous posez deux questions différentes. Nouveau. Moi, je veux dire, vous me posez la question à moi je peux vous dire, je suis pas un homme nouveau, en tout cas, et j'assume la continuité. Ce qui est vrai, et ce qui porte le diagnostic d'Emmanuel Macron, c'est que le monde a totalement changé. Tout a changé en 5 ans. Entre la Covid, la guerre d'Ukraine, le dérèglement climatique qui a pris un tour extrêmement dramatique et urgent, nous ne sommes pas aujourd'hui en face de la même situation qu'il y a 5 ans. Et il faut effectivement remettre toutes nos pendules à l'heure. Ça, c'est vrai. Sur la question de la diversité, moi, je suis tout à fait confiant dans les mécanismes politiques qu'on met au point. Ils sont pas très glorieux, ça n'a pas l'air très... On voyait les photos de beaucoup trop d'hommes, pas assez de femmes, enfin bon. Mais c'est pas ça qui était important dans le pacte politique que nous passons. C'est deux choses. D'abord, c'est l'idée que moi, je ne crois pas à une politique qui descend du sommet. Je ne crois pas que les parlementaires, c'est comme les apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit, etc. Je pense qu'il y a des forces politiques. La droite classique, ça existe. Le centre chrétien ou laïque, ça existe. La gauche social-démocrate, ça existe. Et je pense que ce que nous avons fait à travers cette chose qu'on appelle ensemble, c'est la reconnaissance de cette diversité. Et cette diversité, deuxième question,
que vous posez, est-ce qu'elle est compatible? Oui, elle est gérable. Parce que ce que vous appelez des éléments de langage tout à l'heure, en réalité, c'est quelque chose de très cohérent. Nous sommes d'accord pour aller plus loin dans le domaine européen. Nous sommes d'accord pour aller plus loin dans la libération de l'économie, à condition de développer en même temps les mécanismes de solidarité. Nous sommes d'accord pour développer les mécanismes de démocratie représentative et les collectivités territoriales. Donc il y a un socle très, très, très fort. Ce qui nous unit, la gauche, le centre et la droite qui se retrouvent ensemble, c'est un goût profond de la liberté. Et un goût profond de la liberté que nous ne séparons pas de la solidarité. Alors les uns sont plus libéraux économiquement, les autres plus libéraux culturellement, mais nous sommes absolument acquis à la défense de l'état de droit, à la défense d'une conception organisée de la vie internationale et à une exigence à la fois dynamique et sociale de l'économie. Ce n'est pas le cas ni des lepénistes, ni des mélenchonistes. C'est une différence structurelle dans notre système politique. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlange d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes député MoDem. Excellente journée à vous.